Bienvenue dans La Cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le local 791. Ici, on commente l'actualité qui touche notre métier. On reçoit des invités pour parler des choses qui nous intéressent. De nos droits, de santé et sécurité, de syndicalisme, de nos conditions de travail. On prend le temps d'expliquer comme du monde ce qui nous affecte au quotidien. Des témoignages, des entrevues, des capsules d'information, des échanges, des discussions. Tout est là pour s'informer, se motiver et même se changer les idées. Dans La Cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791. Salut tout le monde, aujourd'hui dans La Cabine, on va vous parler d'un programme qui date des années 1940. Suite à des pressions syndicales et des groupes sociaux, il y a eu la fondation du programme de l'assurance-emploi fédérale. C'est d'ailleurs une des dernières fois où est-ce que la Constitution canadienne a été amendée, il faut le faire quand même, et les provinces ont toutes accepté d'amender la Constitution justement pour avoir ce programme-là qui est un énorme filet social pour les travailleurs de la construction, en particulier quand l'hiver se pointe le bout du nez. Vous avez constaté le froid, vous avez constaté que de creuser, ça devient plus compliqué. Donc, à ce moment-ci, on se pose des questions et c'est à celles-là qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On sait que notre industrie, elle est saisonnière, elle est aussi porteuse d'une certaine insécurité d'emploi. Donc, on veut que nos membres soient bien informés pour prendre les bonnes décisions en conséquence. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans La Cabine, on parle d'assurance-emploi. On sait que ça va devenir plus tranquille dans les prochaines semaines, donc on a quelques conseils pratiques en compagnie de Vicky Tremblay du Mouvement Action Chômage de Montréal. Bonjour Vicky. Bonjour Marc-André. Donc ça va être en fait, comme on dit, à la bonne franquette. Hein? On fait ça souvent dans La Cabine, puis on va parler de tous les enjeux qui touchent de près et de loin, mais surtout de près l'assurance-emploi. Pour nos membres qui nous écoutent, pour les enligner, si on veut, sur les meilleures pratiques, toutes ces affaires-là. Donc, j'aurais d'abord, parle-nous d'un petit peu du Mouvement Action Chômage de Montréal. Le Mouvement Action Chômage de Montréal, c'est un organisme de défense des droits des chômeurs-chômeuses. Ça fait 55 ans cette année qu'on existe, là, depuis 1970. Donc, on fait ça depuis très longtemps. Puis, notre job, c'est en plusieurs volets. On a une mission d'éducation populaire, fait que vraiment d'informer les gens. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait pleinement partie de notre mission. Ensuite de ça, on fait de la représentation, fait qu'on aide les gens face à la Commission d'assurance-emploi du Canada. Fait qu'on va aller faire des révisions administratives, aller au tribunal de la sécurité sociale pour que les gens aient accès à leur chômage. Puis aussi tout un volet qui est plus militant, fait que de lutter pour avoir un meilleur programme d'assurance-emploi au Canada. Ah, fait que vous faites de la politique. Et que le pas le choix. Pas ça. J'espère qu'il écoute pas. En même temps, peut-être. Oh non, tu peux être certaine qu'il écoute. C'est un peu le but. C'est bon, en même temps. Parlons un petit peu de la base du programme de l'assurance-emploi. C'est fondé en 1940. Ça fait quelques semaines déjà. Oui. Donc, on parle d'un programme qui est le filet de sécurité sociale numéro 1 pour, en particulier, notre industrie qui est cyclique et saisonnière. Oui. Donc, dans le fond, qu'est-ce que les travailleurs de la construction doivent comprendre par rapport à l'assurance-emploi? L'assurance-emploi, c'est, comme le nom le dit, c'est une assurance. Donc, au fil de notre année, là, parce qu'ils vont toujours prendre les 52 dernières semaines pour faire le calcul, on va payer des cotisations sur chacune de nos payes. Le patron aussi paye des cotisations, le gouvernement non, là, il s'en est détaché de ça. Mais bref, donc c'est une assurance qu'on paye pour, en cas de perte d'emploi, avoir un minimum de revenus finalement. Là. Donc, on sait que justement dans le domaine de la construction, c'est saisonnier. Il y a des périodes où on peut pas aller creuser dans la neige éternellement. Donc, il y a des moments où il n'y a pas d'emploi disponible. Donc, c'est une manière d'avoir un remplacement de revenus finalement. Exactement. C'est un peu de ça qu'on va parler. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés aussi par rapport à l'assurance-emploi. Vous devez en entendre quelques-uns. Oui. Là. Des préjugés d'abord sur les chômeurs, mais aussi sur combien c'est compliqué ce programme-là, puis que ça serait comme assembler une fusée, là, d'une certaine façon. Là. Puis c'est pas complètement faux, là. C'est un programme qui est compliqué, puis
ils rendent ça compliqué un peu pour rien aussi, là. Ils veulent pas payer les gens, là. Ça, c'est pour nous très, très clair, là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas payer les gens. Fait que dès qu'il y a une moindre chose dans le dossier qui est pas conforme à une demande typique, mettons, ils vont faire, ben non, on refuse ou on va questionner, puis il va y avoir des délais, puis ça va être long, puis ça va être compliqué. Donc, c'est une grosse machine, l'assurance-emploi, puis c'est aussi une machine qui est, comment dire, juste au niveau des logiciels qu'ils utilisent, ça n'a pas été mis à jour depuis Mathusalem. Fait que OK. tout ça, c'est super compliqué. Fait que c'est vrai là, que c'est complexe. Puis remplir la demande, c'est long. Tout ça, par contre, c'est super important de le faire parce que c'est là pour les travailleurs-travailleuses. C'est à ça que ça sert. Puis c'est pas profiter du système. Au contraire, c'est on cotise pour y avoir accès à ce programme-là d'assurance chômage. C'est pas... ben, puis même si le gouvernement y contribuait, ce qu'on on aimerait bien, mais c'est quand même une protection qui est là pour les travailleurs, travailleuses. Puis c'est les travailleurs, travailleuses qui se sont battus pour avoir ce programme-là. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi rester dans une situation hyper précaire alors qu'on peut avoir accès à ça? Il y a beaucoup de gens dans la société civile qui pensent à tort que l'assurance-emploi, ça vient de nos impôts. Ouais. Ben non, ça vient pas de nos impôts. C'est l'employeur d'un bord et les travailleurs de l'autre qui se mettent ensemble justement pour avoir un semblant de sécurité sociale. Pour est-ce que, selon toi, là, est-ce que l'assurance-emploi tient compte de la saisonnalité puis de l'insécurité d'emploi du secteur de la construction, comme d'autres secteurs saisonniers d'ailleurs, là, je présume? Pas du tout. Ils prennent pas du tout en considération ça. Puis même, on le voit en ce moment, là, ils ont mis des mesures temporaires, puis ils en ont mis une pour les travailleurs de longue date pour lesquels tous les travailleurs qui travaillent dans des industries qui sont saisonnières n'ont pas accès. Donc, ils vont toujours favoriser les travailleurs dits de longue date. Donc, on a les bons chômeurs, les mauvais chômeurs. Les bons chômeurs, c'est ceux qui vont pas utiliser le programme souvent. C'est comme, c'est malheureux, il a perdu son emploi. Bon, c'est bon, on va te donner ton argent. Mais quelqu'un qui a besoin de ce programme-là parce qu'il travaille, il est dans une spécialisation, dans un domaine qui est saisonnier. C'est pas le travailleur là, qui est saisonnier, c'est l'industrie qui l'est. Oui. Le travailleur qui est saisonnier, c'est le travail qui est saisonnier, pas le travailleur. Exactement. Je comprends. Donc, puis c'est ça, le programme répond pas du tout à ça. On le voit à chaque année, des travailleurs qui se ramassent dans ce qu'on appelle le trou noir, là, qui ont pas assez de semaines pour se rendre jusqu'à la prochaine saison. Oui. Donc, il y a pas assez de semaines, il n'y a pas assez d'argent. Donc, ça met des travailleurs dans des situations hyper précarisantes. Ça n'a pas de sens, là. Je comprends très bien. Parlons un petit peu des mesures temporaires à l'assurance-emploi. Qu'est-ce qui a changé dans la dernière année? Là? Je sais qu'il y a une guerre tarifaire, puis oui. Puis ils ont mis une belle couverte là, pour dire « Ah oui, c'est pour aider les travailleurs. » On les connaît un peu, là. Oui. Mais on veut savoir qu'est-ce que ça change pour notre monde dans le champ, là? Ben, y a une chose qui est très bien dans ces mesures-là, c'est qu'ils ont enlevé la semaine de carence temporairement, là, fait que jusqu'au mois d'avril. On espère vraiment qu'ils vont continuer de l'enlever, là, parce que ça n'a pas d'allure d'avoir juste une semaine de punition parce que tu as perdu ta job. Là. Franchement, on peut dire, c'est ça, juste comme, ben non, c'est débrouille-toi. Ben non, j'ai besoin maintenant d'avoir mon assurance. Donc, il y a ça, donc le délai de carence qui n'existe pas en ce moment. Ils ont aussi enlevé la notion de répartition des gains qui ne s'applique pas vraiment au niveau de la construction parce que la paie de vacances, c'est plus une indemnité, là, comme on disait. Donc, ça ne s'applique pas à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas l'histoire de tu touches pas ton chômage tout de suite, il faut que tu attendes d'avoir dépensé ta prime de séparation. Ouais, c'est ça qui te reste plus. Finalement. Ouais. Il n'y a plus ça. Fait que deux mesures qui sont très, très pertinentes. Pendant quelques mois, là, de mars à octobre, il y avait aussi augmenté artificiellement le taux de chômage de 1%, ce qui faisait que ça prenait moins d'heures pour se qualifier. Donc, c'était une mesure très avantageuse et très... en particulier, on pense à nos gens en région qui auraient avantage à ça. Exact. Puis en octobre, ils ont juste fait comme « Ah ben non », parce que là, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il n'y a pas tant d'impact sur l'emploi. Il y a quand même des emplois, le taux de chômage n'augmente pas tant que ça. Mais ça reste que... Ça pense plus au job qu'au chômeur. Ça c'est certain. Ça, c'est certain. Ouais. Puis c'est ça, ils ont aussi mis des mesures de travailleurs de longue date là, qui sont avantageux pour certains, mais pas pantoute. Exactement. Pas pour les gens qui sont de manière plus fréquente dans une situation précaire. Fait que ce soit les gens qui travaillent à temps partiel, c'est souvent... Ça va être des femmes, des travailleurs immigrants qui vont être aussi touchés par ça, les gens des industries saisonnières aussi. Là, je comprends bien.
C'est quoi les critères clés qui font en sorte qu'un ouvrier en fin de saison, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour, on va dire, maximiser ses chances? Parce que de ce que j'entends, là, il y a quand même une guerre des nerfs là-dedans, justement, Oui. pour avoir de l'assurance-emploi. Là. Ouais. Comment est-ce qu'on fait là, pour s'éviter un paquet de troubles avec ça? Ben, il y a des choses qu'on peut pas vraiment contrôler dans le sens que, tu sais, il faut avoir travaillé le nombre d'heures suffisant pour se qualifier. Par contre, il y a au niveau de la fin d'emploi, là, donc la raison dans le relevé d'emploi qui va être marquée dans... La raison pour la fin d'emploi, pardon, qui va être marquée dans le relevé d'emploi, Oui. va avoir une importance clé. Fait que dès que c'est quelque chose d'autre que mise à pied, ils vont créer comme un article. Ouais, c'est ça. Ils vont créer comme un article de travail, puis on va faire comme faut qu'on évalue. Donc, est-ce que c'est un départ volontaire? Est-ce que c'est un congédiement? Puis là, après ça, on a inconduite. C'est 2 motifs, inconduite, départ volontaire, donc démission, qui font perdre le droit aux prestations, sauf exception. Ouais. Donc, de pas quitter un chantier avant qu'il soit vraiment fini. T'sais, des fois, ça peut être ça peut être tentant. Je suis pas sûre que c'est vraiment ça le bon mot, mais de dire, bon, il reste une semaine, mais j'ai d'autres choses de prévues. J'étais supposée aller en voyage, finalement, le chantier s'étire un peu, fait que là, il faut que je parte plus tôt. Ben ça va mettre en péril le droit aux prestations. Je comprends. Sinon, ben il y a des choses, c'est ça, au niveau de l'inconduite, ben volez pas votre employeur. C'est ce genre de choses-là. Partez pas avec... Puis assurez-vous qu'ils ne vous volent pas non plus. Hein, ça oui. Parce qu'on a quelques podcasts là-dessus d'ailleurs. Ça, c'est... Si un travailleur a passé d'un employeur à un autre, nous autres, c'est une réalité fréquente. Là, si tu as passé d'un employeur à un autre, qu'est-ce que tu devrais garder comme preuve de ça? Ben, tout ce que tu peux trouver comme preuve. Donc, pourquoi tu as quitté l'autre... Parce qu'il y a des questions qui m'ont posé. Pourquoi tu as quitté l'autre emploi? Mettons que c'est, j'avais des meilleures conditions ailleurs. Est-ce que c'est un emploi permanent que tu as quitté pour un emploi temporaire? Là, ils vont faire comme non, ça marche pas. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais s'il y a des communications, des fois aussi, c'est j'étais sur un chantier qui n'était pas sécuritaire. Fait que j'étais allée vers un autre chantier. De garder toutes les preuves. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour faire respecter vos droits de ne pas travailler avant de démissionner? Donc, j'ai parlé avec mon délégué syndical. J'ai un courriel, j'ai un message texte, d'avoir la capture d'écran de ça peut vraiment aider là, au niveau de l'assurance chômage. Puis aussi, dans la demande, on peut écrire un peu des explications, mais nous, on recommande souvent aux gens d'écrire des lettres en plus pour bien expliquer toutes les raisons. Comme ça permet aussi de mettre sur papier, comme voici ce qui s'est passé. Fait que quand l'agent appelle, t'es comme, ah oui, j'ai déjà tout pensé à ça. Puis ça, c'est quelque chose, sûrement vos représentants syndicaux peuvent vous aider. Sinon, ils nous appellent au MAC, puis ça nous fait plaisir là, d'aider avec ça. On est de nature assez combative dans des cas comme ça. On essaye de faire le maximum pour nos membres, ça c'est certain. Comment est-ce qu'on évite d'attirer un délai ou de se faire refuser? Ben là, le refus, on l'a déjà couvert un peu par les discussions qu'on a, là, mais comment est-ce qu'on peut réduire au maximum les délais avant d'avoir son indemnité d'assurance-emploi? C'est sûr que de faire sa demande le plus rapidement possible. On peut pas la faire tant que le chantier n'est pas fini. Il faut qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle l'arrêt de rémunération pour qu'on puisse déposer notre demande. Mais plus on attend, plus c'est long. On a 4 semaines là, pour déposer la demande de chômage, mais vraiment, faites-le dans la première semaine. Après ça, eux, ils ont un délai de 28 jours à peu près de traitement. Fait que ça peut quand même être long. Là. C'est pas immédiat. Surtout comme on revient là, s'il y a des fins d'emploi qui sont plus litigieuses ou quoi que ce soit. Oui. Donc, de vraiment faire la demande rapidement, de bien compléter la demande aussi. Des fois, si soit on se trompe ou soit on écrit quelque chose à une place puis on se contredit ailleurs, là, ça vient sonner l'alarme. Donc, de vraiment prendre son temps pour bien la faire. Puis si vous savez déjà que vous avez justement un départ volontaire, vous avez un congédiement, vous pouvez tout de suite aller de l'avant vers votre syndicat, vers le MAC, OK, je sais qu'il risque d'avoir un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce problème-là? Parce que c'est beaucoup du cas par cas aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire, j'ai 8 départs volontaires, mais sont toutes facilement justifiables. Fait que c'est comme, bon, ça va. Mais il y en a des fois, ça va être plus compliqué. Fait que c'est d'aller chercher un peu plus en amont. Là, c'est sûr que nous, on des cas de congédiement à cause des représailles syndicales ou des éléments comme ça ou de la revendication en matière de santé et sécurité au travail, tu utilises ton droit de refus, puis le lendemain, bizarrement, tu finis, on a besoin de moins de monde, là, on va être correct. On en a un puis un autre, des cas comme ça. Là. Dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous voyez beaucoup des gens issus
des gens, pas issus, mais je veux dire, des gens qui travaillent dans le secteur de la construction qui vous contactent? C'est-tu fréquent? Oui, c'est parmi, pas ceux qui nous contactent le plus, là, mais c'est souvent, il y a dans les métiers qui sont plus saisonniers, justement, c'est évidemment ceux qui viennent le plus vers nous. Fait qu'on en voit assez souvent. Fait qu'on voit souvent, justement, des histoires de départ volontaire. Mon représentant m'a dit d'aller sur un autre chantier ou j'avais une plug pour un autre contrat, j'ai acheté mon billet d'avion parce que c'était dans le Grand Nord, finalement, ça n'a pas marché. Oui, en principe, tu as droit à ton chômage parce que tu avais l'assurance raisonnable d'avoir un autre emploi, mais finalement, ça n'a pas marché. Fait que ça, on en voit assez régulièrement. Fait que vous, est-ce que vous en contestez beaucoup des dossiers d'assurance? Je présume que oui. Dès qu'on peut, dès qu'on voit qu'il y a motif à contester, on y va. On prend pas... parce que c'est de l'argent qui revient au chômeur, là, c'est ton droit. Fait on sait que les dernières statistiques qu'on avait au niveau de la révision administrative, les gens qui se représentaient eux-mêmes vont gagner jusqu'à 50% des dossiers. Fait que des gens qui contestent, ça veut dire qu'il y a une décision sur deux qui était mal fondée en décision initiale. Donc, quelqu'un qui a zélé à quelque part ou qui a mal lu. Exact. Erreur humaine ou des affaires comme ça, là, ça se peut. Fait que même si vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il y a motif à contester ou quoi que ce soit, ça vaut toujours la peine d'investiguer, de savoir que c'est possible aussi de contester, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Des fois, ils vont juste se faire dire non, puis c'est comme, c'est non, puis je vais aller manger des bines, puis essayer de survivre jusqu'à la suite. L'explosion du nombre de personnes aux banques alimentaires en témoigne assez bien de ce. Absolument. Fait que c'est bon de savoir qu'on peut contester, puis d'investiguer, puis si on voit qu'il n'y a rien à faire, on va pas non plus y aller pour rien. Mais on peut aller regarder vraiment dans le dossier, faire comme, OK, oui, on y va, go, puis ça vaut la peine là, de le faire. Excellent. Si, mettons que vous aviez le crayon le matin, au moment Action Chômage pour faire une réforme à l'assurance-emploi, j'ai comme une couple de petites idées qui me viennent en tête, des choses que vous aimeriez faire, mais bon, mettons que je te pose la question, là, qu'est-ce qui pose le plus gros problème de l'assurance-emploi aujourd'hui, tu penses que c'est quoi? C'est un paquet de choses, mais c'est le nombre d'heures pour se qualifier qui est beaucoup trop élevé, puis qui change aussi à chaque mois selon les régions. Puis c'est la région où tu habites. Fait que, mettons, moi, j'habite à Montréal, mon collègue habite sur la Montérégie, on n'a pas le même taux de chômage. Fait que ça se peut qu'on ait travaillé le même nombre d'heures, puis au même salaire, mais moi, j'ai droit à 15 semaines, lui, il en a droit à 17. Bon, on a travaillé à la même place. Ça fait pas de sens. Oh oui. Un chantier à Montréal, t'as un gars de la Rive-Sud, t'as un gars de Laval. Ils vont pas avoir le même chômage. Donc, ça fait pas de sens. Fait que d'éliminer cette idée-là de régionalité, de baisser le nombre d'heures pour se qualifier, puis aussi, évidemment, augmenter le montant des prestations. Parce qu'on est à 55%. Ça va pas loin à la fin du mois. Là, quand ton loyer, ça te coûte à peu près 60% de ton salaire habituel. Si tu te ramasses avec juste 55%, bonne chance. Nous, on a eu la chance d'avoir une négo qui nous a amené à avoir des conditions salariales qui sont décentes, mais on est tributaire de ce qui se passe dans tous les autres secteurs confondus, qui n'ont pas été chercher la même affaire que nous autres, parce que, bon, les non-syndiqués, c'est pas la même affaire comme du monde syndiqué, on s'entend. Pour un travailleur qui hésite à faire la demande d'assurance-emploi, vous leur diriez quoi? Vas-y, fais-la. Ça se peut qu'au final, tu y aies pas droit, mais c'est pas le pire qui peut arriver. Là. 100% des lancers que tu prends pas, là, exact, dans le but. Exact. Puis après ça, oui, c'est pas un gros montant. Oui, c'est pas... c'est vraiment loin d'être parfait, là, mais ça aide énormément d'avoir au moins quelque chose, de se tenir, de pouvoir manger, payer son loyer. Donc, puis je reviens au début, c'est une assurance, on paye pour, on a le droit de la prendre. Là, c'est pas... non, je l'ai pris il y a 2 ans, fait que je peux plus. Non. Ils prennent la dernière année pour compter les heures. T'as cotisé assez, t'as travaillé assez d'heures, vas-y, prends-la. Oh oui. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, 100% des heures, vous allez travailler, vous allez payer de l'assurance-emploi. À moins d'être travailleur autonome. Oui, ou de travailler vraiment beaucoup puis d'avoir excédé le salaire maximal. Là, mais oui, exactement. Mais autrement, vous allez payer plus souvent qu'autrement l'assurance-emploi. J'ai quelques questions pour toi qui nous proviennent du champ. Ça veut dire qu'on a des représentants sur le terrain, mais on a aussi des membres qui nous écrivent des questions sur l'assurance-emploi. Fait qu'on va faire ça en rafale. Excellent. Si je suis le fils d'un employeur, pourquoi je me fais couper mon chômage? C'est la loi qui est faite comme ça, qu'une entreprise familiale, tu peux pas
toucher du chômage parce que c'est trop... ils pensent que les gens frauderaient trop. En fait, là, je pense que c'est Oui. ça la... Je comprends que les gens qui font la paye, puis ton papa, ça peut arriver que ça pose un problème pas de déontologie, mais on va dire de coquinage d'intérêt. Exactement. Donc, ils prennent pas de chance, c'est juste, non, tu y as pas droit. Après ça, on sait que sur les chantiers, c'est plus fréquent là, d'avoir des entreprises familiales, donc ça pose des problèmes, mais c'est la réponse que j'ai, c'est que la loi est faite comme ça, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire là, à ce niveau-là. J'en ai une autre. Si j'ai changé de job pour rallonger ma saison, mais que l'employeur précédent m'a planté un beau départ volontaire, peux-tu contester? Combien de temps ça prend? C'est une bonne question. Oui, c'est possible de contester. Après ça, encore une fois, c'est du cas par cas. Fait que pour chaque dossier, c'est comme, est-ce que, oui, tu prolonges ta saison? Est-ce que tes conditions étaient meilleures? Est-ce que c'est un emploi permanent que tu as quitté pour aller vers un emploi temporaire? Là, ça marcherait pas. Mais si c'est, je suis partie une semaine parce que j'allais me rajouter 2-3 mois, là, ça peut se défendre. Mais, fait qu'il faut l'essayer, il faut voir ça au cas par cas. Après ça, quand on conteste, c'est sûr que ça ajoute des délais. Fait qu'on parlait tantôt du 28 jours à peu près pour la décision initiale. Oui. Après ça, pour faire la révision, ça ajoute une couple de semaines, voire mois. Fait que c'est pas... c'est pas coulé dans le béton, il n'y a pas un délai prescrit. Non. Ça prend tant de temps. Non, puis selon le moment de l'année aussi, là, on a comme l'hypothèse qu'ils ont peut-être des quotas à remplir. Fait que là, on est en décembre, ça roule. Là, les révisions sortent, puis ça prend pas de temps. Mais quand on était genre au mois de mai, là, c'était super long à avoir un agent pour faire la révision. Fait que c'est dépendamment de quand. Exactement. Fait qu'on le sait pas, ça peut prendre combien de temps. Puis après ça, si c'est refusé en révision, on peut aller au tribunal. Puis ça aussi, ça ajoute des délais. Oui, Mais après ça, si pour à la fin, tu as ton argent, ça vaut la peine de le faire quand même. Certainement. Ton droit, ton dû, c'est toujours le fun à voir. Yes. Combien je peux gagner sur le chômage avant de me faire couper? C'est pour chaque dollar gagné, il enlève 50 sous. Fait que dépendamment du montant de votre prestation, fait que si vous faites vous touchez 500 $ de chômage par semaine, jusqu'à 999 $, ils vont pas vous couper, mais au-delà du 1000 $ là. OK. Bon. Fait que 50 cents dans la pièce, c'est la règle de pouce qu'on peut. Exactement. Parfait. Combien je vais recevoir par semaine? Trop peu. Pas assez. Pas assez. Mais c'est 55 % là, du salaire. Puis ils vont prendre le calcul des meilleures semaines. Fait que je sais pas au niveau de la construction s'il y a des changements de salaire selon le chantier. Là. Je pense que c'est plus au niveau... c'est en fonction du métier plus qu'au... C'est ça, exactement. Fait que c'est pas tant un enjeu, mais ils vont prendre le calcul des meilleures semaines de salaire. OK. Puis ils vont faire le 55 % de ça. Fait que si on a des gens qui sont sur les primes oléoducs, des affaires comme ça, ça va tomber applicable dans les assurances. Exactement. Dans les meilleures montants assurables. Ouais. C'est ça. Bon. Quoi faire si mon employeur tarde à envoyer mon relevé d'emploi? Première chose à faire, c'est ne pas attendre pour déposer sa demande d'assurance chômage. Parce que si on attend le relevé d'emploi, après ça, on peut arriver en retard pour faire sa demande, puis là, on peut perdre des semaines à cause de ça. Quand on remplit la demande, ils vont demander le relevé d'emploi, mais il y a la case qui dit « Je n'ai pas mon relevé d'emploi, je le fournirai plus tard. » Parce qu'ils vont encore mettre la responsabilité sur le travailleur de fournir le relevé d'emploi, alors que moi, je peux pas produire mon relevé d'emploi. J'ai pas ces outils-là. C'est plate, hein? Ouais. On aimerait ça. Je vais travailler, oui, manque de travail, il n'y en a pas de problème. Oui, exactement. Mais c'est ça, donc de ne pas attendre pour faire la demande. Puis après ça, c'est de demander à votre employeur. Après ça, j'imagine que le syndicat aussi peut faire pression. Puis si jamais vous faites 2 ou 3 tentatives là, d'avoir le relevé d'emploi puis que ça ne marche pas, c'est possible d'appeler à Service Canada puis de dire, là, j'ai fait plein de démarches pour avoir mon relevé d'emploi puis ils me le donnent pas. Fait qu'eux peuvent aller contacter l'employeur. Fait que ça devient la responsabilité de l'employeur de fournir. De toute façon, exactement. C'est sa job, là, mais je veux dire, ça veut pas dire qu'il a fait. Non, exactement. Puis il y a aussi, même dans des cas plus rares, là, où ils ont vraiment pas le relevé d'emploi, puis Service Canada a essayé d'aller chercher, puis ça n'a pas marché, puis ils vont vous demander des talons de paye à ce moment-là pour faire un relevé d'emploi temporaire, pour quand même pouvoir vous payer. Ouais. Mais ça ajoute des délais vraiment... donc, les employeurs devraient vraiment faire des relevés d'emploi. Prendre leur responsabilité au sérieux. La différence entre le chômage régulier puis le chômage maladie, pour le commun des mortels. Là. C'est 2 programmes qui sont différents, mais au sein de l'assurance chômage. Là, donc, régulière, tout ce qu'on vient de parler, c'était au niveau des prestations régulières d'assurance chômage. Niveau maladie, c'est un peu différent. Donc, pour se qualifier, c'est 600 heures. Donc, il n'y a plus l'histoire du taux de chômage selon la région. Ça ne change pas à chaque mois. Donc, il faut avoir travaillé 600 heures dans la dernière année. Puis on peut avoir jusqu'à 26 semaines
Puis ça, en fonction du billet médical. Donc, ça prend absolument un billet médical pour avoir les prestations maladie, évidemment. Puis on peut combiner, là, si j'ai touché des prestations régulières, après ça, je peux, puis que je suis malade, ou je suis malade, puis après ça, j'ai besoin de régulière, c'est possible de combiner là, jusqu'à hauteur de 50 semaines par année. OK. Bon, parfait. Dans combien de temps je vais avoir mon premier paiement? Tu le disais tantôt. On espère bientôt. On espère le plus vite possible. Oui, mais ça peut être long. Une autre chose aussi qui est très, très importante, que j'ai oublié de mentionner tantôt, de bien rentrer vos coordonnées bancaires, là, parce que dans la mesure du possible, là, mais c'est des gens qui vont pas remplir ça, puis après ça, c'est par chèque, puis là, ben, on sait qu'il y a eu des conflits là, avec... il y a des grèves avec... donc, ça peut créer des délais supplémentaires. Là, donc, de vraiment bien rentrer toutes vos informations. Comme ça, ils n'ont pas de... Oui, ils n'ont pas d'excuses de dire le chèque est dans le mal. Exact. Ouais. Où je peux savoir combien d'heures ça me prend pour le chômage, ça, je pense que c'est assez facile. Oui, ben c'est d'aller voir c'est quoi le taux de chômage dans sa région, puis ils vont le dire là, sur... ben nous, on le met toujours à jour sur notre site Internet, on a toujours pour la région de Montréal. Mais après ça, si vous rentrez le taux de chômage, la ville où vous êtes dans Google, ça va être assez rapide. Vous allez pouvoir sortir ça. Pour savoir le nombre de semaines de prestations, c'est probablement la même place. Il existe un outil d'estimation de combien de semaines, combien d'argent. Fait que si vous savez le nombre d'heures que vous avez travaillé, vous pouvez aller sur l'outil d'estimateur. Sinon, nous, on a un tableau un peu compliqué, mais qui existe pour justement aller voir, OK, j'ai travaillé tant d'heures, le taux de chômage est de temps, j'ai le droit à tant de semaines. Fait que c'est, comment je fais pour savoir combien il me reste de semaines une fois que j'ai commencé à retirer mon chômage? Ben, c'est soit d'aller sur votre dossier là, de Service Canada, sinon vous pouvez toujours appeler au centre d'appel puis ils vont vous le dire. Merveilleux. Oh, ça, c'est une bonne, ça. Si je retire ma rente de retraite, est-ce que je dois la déclarer au chômage? C'est un gros, ça dépend. Donc, c'est pas simple avec les retraites, dépendamment de quand est-ce que vous avez touché de la RRQ par rapport à votre date d'anniversaire. La première année, il va falloir ça va compter, mais les années subséquentes, non. Donc, en cas de doute, appelez-nous, appelez votre syndicat. Je ne sais pas s'ils vont avoir toute cette information-là. On va s'arranger pour l'avoir. Exactement. Dans le doute, vous pouvez le déclarer, puis si ça compte pas dans votre calcul, ils vont pas le compter. Ils vont pas juste dire « Ah oui, ben RRQ, parfait, on le compte ». Ils peuvent pas non plus... ils font un peu ce qu'ils veulent, mais mais pas au complet pas. Ce qu'ils veulent. Exactement. Exactement. Fait que dans le doute, vous pouvez toujours déclarer, puis ils le compteront pas. Good. Parfait. Écoute, merci Vicky, c'est super. Je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent que le programme Fier et compétent de la Commission de construction du Québec, vous pouvez faire des formations et retirer votre assurance emploi en même temps, sans pénalité. Très, très, très important pour les gens qui veulent se perfectionner. Je vous rappelle, parce que nous autres, on aime bien ça dire ça, c'est les employeurs qui payent. Donc, c'est pas vous qui payez. C'est pas vos impôts, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est l'employeur qui verse un montant à la CCQ dans le fonds de formation, puis c'est vous qui en bénéficiez. Ça augmente, vos compétences et ensuite de ça, vos opportunités pour vous placer sur des chantiers, bien entendu, puis votre versatilité dans le marché du travail, où est-ce qu'on nous demande tout le temps d'être plus polyvalent, là, ça finit plus cette histoire-là. Mais ceci dit, c'est à votre avantage, puis on vous encourage énormément à bénéficier de ce programme-là. Merci infiniment, Vicky, pour ces réponses éclairantes. Je te laisse peut-être le mot de la fin sur le mouvement Action Chômage, les éléments, parce que j'imagine qu'on peut devenir membre de ça. Bien, tout à fait. Donc, c'est possible pour les syndicats de devenir membre, mais aussi pour les individus. On va commencer en janvier une campagne de financement, là, parce que c'est pas toujours évident dans le communautaire d'avoir des conditions de travail qui sont décentes. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, aller chercher à ce niveau-là. Puis, au niveau des syndicats, on peut offrir des formations. Si vous avez des membres qui sont intéressés aussi d'avoir une formation sur l'assurance chômage, ils peuvent venir nous voir, on fait ça. Donc, voilà. Puis de la défense de droit, bien entendu. Évidemment. On ne fera jamais assez de politique pour que les gouvernements nous respectent. Ça, c'est certain. Merci infiniment, Vicky, très gentil. C'était Dans la cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde au local 791. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et laissez vos commentaires. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres invités, toujours avec le même objectif,
informer, échanger et faire entendre la voix des opérateurs. Dans la cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791.